Mesdames, messieurs, toute la technique de Zouk TV, bonsoir. Vous avez fait le choix d'écouter pour comprendre et vous avez raison. Aujourd'hui, dans la suite de tout ce que nous avons fait sur le bâtiment, le principal élément qu'il vous faut pour construire, c'est du béton. Béton prêt à l'emploi, du béton gravier, sable et tout ça. On a l'avantage de pouvoir recevoir un carrier chez nous. Monsieur de Pompignan, bonsoir. Bonsoir, monsieur Grabin. Monsieur de Pompignan, ça fait des années que vous avez décidé de faire carrière dans la carrière. Oui, écoutez, j'ai commencé dans les métiers du bâtiment il y a plus de 30 ans maintenant, 35 ans je crois, quelque chose comme ça. Donc je pense que c'est un métier que je connais bien. Et il y a une évolution qui s'est faite. Parce que hier, c'était pelle, sable, gravier, seau de l'eau, et puis nous avons battre béton. Aujourd'hui, il faut une centrale. Les normes ont beaucoup évolué. Hein. Si par le passé, on faisait du béton de façon traditionnelle à la bétonnière, aujourd'hui, les normes de construction, notamment depuis l'avènement des normes parasismiques, ont imposé des cahiers des charges et des normes de résistance au béton qui sont difficilement atteignables avec des procédés traditionnels. Donc on commande son béton prêt à l'emploi. Il y a deux possibilités, sans eau ou avec de l'eau. Non, disons que les bétons normalisés qui doivent être utilisés dans toutes les constructions, que ça soit de villas individuelles, alors bien entendu je ne parle pas des petits jobs qu'on peut faire à droite à gauche autour de sa maison, mais enfin la structure porteuse d'une maison ou d'un immeuble doit être faite impérativement avec du béton normé, dont les caractéristiques sont garanties par les fabricants de béton prêt à l'emploi qui disposent de la norme NF. Alors à ce moment, vous avez ce béton, il est mis dans un camion toupie. Voilà, le béton est assemblé, fabriqué. Il faut savoir que faire du béton, c'est pas simplement mélanger du gravillon, du sable et du ciment. C'est bien entendu ça, mais c'est aussi mesurer la teneur en eau du gravillon, la teneur en eau du sable, faire des correctifs en fonction de ces teneurs en eau, utiliser de l'eau adéquate, rajouter des adjuvants et utiliser des ciments. Et après, c'est un processus de malaxage performant dans des malaxeurs de centrale à béton. Après, le béton est introduit dans un camion toupie et chaque formule est faite en fonction de la distance entre la centrale et le lieu où sera utilisé le béton. Parce que l'objectif premier, c'est de ne pas avoir à rajouter d'eau, erreurs qui sont commises systématiquement par les entreprises qui mettent en œuvre le béton. Vous savez, les ouvriers, de moins en moins, ils veulent forcer en tirant du béton un peu raide, alors on a tendance facilement à rajouter de l'eau. Il faut savoir que dès qu'on rajoute de l'eau, on entraîne une diminution de la qualité et donc de la performance du béton. Et partant de la centrale, il y a un échantillon qui est prélevé. Alors, c'est pas chaque camion n'est pas échantillonné, parce que bien entendu, ça coûterait trop cher. Mais quand vous êtes labellisé NF, vous avez un nombre d'échantillons à faire et d'éprouvettes. Donc le béton est prélevé dans le camion qui va livrer, on note le numéro de bon de livraison, etc. C'est mis dans une éprouvette et ces éprouvettes sont cassées dans des presses hydrauliques qui permettent de mesurer en fait la résistance du béton et savoir si elle est conforme. Donc on a l'obligation de tenir des cahiers de statistiques avec tous les essais. Et on est contrôlé entre une et deux fois par des organismes indépendants qui viennent certifier la qualité du béton et surtout le bon suivi du cahier des charges de la norme. Sable, gravier, ciment. C'est bien ça. Aujourd'hui, on le voit régulièrement sur les routes. Les camions toupie qui amènent du béton prêt à l'emploi. Oui. On croise les camions qui transportent le ciment pour le mettre en silo sur la centrale. Oui. Et puis vous avez l'eau directement pour pouvoir faire tourner la centrale. Alors l'eau, question sur l'eau. L'eau qui est utilisée en centrale à béton et le plus souvent, vous savez, dans une centrale à béton, il y a une consommation d'eau nécessaire à la fabrication du béton elle-même qui est de l'ordre de, on va dire, 180 litres par mètre cube. Mais vous avez
les transporteurs, quand ils chargent les camions, ils ont besoin de laver les camions pour pas que le béton sèche partout et abîme leur camion. Donc il y a pas mal d'eau qui est, entre guillemets, gâchée pour consacrer au lavage des trucs. La plupart des installations normalisées disposent de systèmes de récupération de ces eaux de lavage qui sont recyclées en fait pour être réintroduites dans le béton pour éviter de consommer de l'eau inutilement. Et surtout de jeter dans la rivière. Oui, et surtout de jeter dans la rivière. Là, on a eu un gros combat à l'époque. Ça, c'est un combat qui est gagné. Les centrales respectent ce volet-là. Les carrières respectent ce volet. À propos, il y a la carrière de la centrale CDC Oui, qui fonctionne. oui. Et cette carrière, il a fallu aussi se battre comme bon pour toutes les carrières pour faire tomber les poussières. Oui. Problème de rabattement. Alors là, si vous voulez parler des carrières, en fait, déjà au niveau des carrières, il existe en gros 3 types de carrières sur la Martinique. Il y a une dizaine de carrières, dont je crois de mémoire 6 de roches dures d'andésite, qui sont donc des carrières privilégiées pour la fabrication des matériaux nobles. Donc ce sont des matériaux routiers qu'on va retrouver pour la fabrication de l'enrobé. Donc s'il n'y a pas de carrière, il n'y a pas d'enrobé. S'il n'y a pas de carrière, il n'y a pas de béton. Vous avez un deuxième type de carrières qui sont plutôt situées dans le nord de la Martinique, donc dans la région de Saint-Pierre, qui produisent du sable. Nous avions par le passé un gisement au diamant qui a été réhabilité et fermé. Là, il y a sur le Robert, il y a une carrière. Oui, sur le Robert, vous avez Saint-Esprit. carrière de roche dure également, au Robert, Saint-Esprit, Lompré-au-Lamentin, Croix-Rivaille, que tout le monde connaît, qui d'ailleurs est, me semble-t-il, sur le point également, c'est une carrière qui est arrivée en fin de vie, donc qui va être probablement réhabilitée dans les années qui viennent. Et là, tout ça, ça ne se fait pas comme ça à la légère. Il y a une commission des carrières. Ah, ce sont des autorisations extrêmement compliquées à obtenir. Et c'est des dossiers, obtenir une autorisation de carrière, ça pose de multiples problèmes, des problèmes de voisinage. Le premier ennemi des carrières, j'allais dire, c'est l'habitat. La plupart des régions en Martinique sont construites et c'est devenu quasiment impossible de trouver un site vierge sur lequel se trouve un gisement, parce qu'il faut bien entendu qu'il y ait un gisement, et que ça ne soit pas non plus une zone protégée particulière, une SNIEF ou quelque chose de cette nature. Donc aujourd'hui, on assiste à l'extinction des carrières en Martinique. On a dit la Diamantaise a fermé, vous avez Croix-Rivaille qui est sur le point de fermer. Vous avez, nous avons nous exploité par le passé carrières à Rivière-Salée qui ont été fermées. Vous avez à Graville-au-Nord qui est rive droite qui a été fermé, qui a été transformé en centre d'enfouissement. Donc on a vu que la carrière d'ailleurs pouvait avoir une seconde vie intéressante parce que c'est elle qui permet de récupérer les ordures ménagères ultimes sans possibilité de recyclage. Donc on peut dire que les carrières sont indispensables à toute vie humaine. D'ailleurs, ça existe depuis aussi longtemps que l'homme existe. Il y a toujours eu des carrières. On voit bien, Paris s'est construite avec des carrières de tuffeau. Paris, c'est un véritable gruyère. Bordeaux, c'est un gruyère. Donc l'homme, dès qu'il a cherché à se loger, après les hommes des cavernes qu'ils ont commencé à construire, il y a eu les carrières ou le bois. Sans carrière, sans matériaux, pas de route, pas de logement. Pas de route, pas de logement. Et là encore, il y a des normes qui se mettent en place. Il faut trouver du foncier. Et aussi, il faut parvenir à faire cohabiter l'activité et le voisinage qui s'y trouve. Alors je reviens à votre question, puisque tout à l'heure j'avais un petit peu perdu le fil de ma pensée sur la question des poussières, en fait, sur les carrières. Donc on a dit qu'obtenir une carrière c'est extrêmement compliqué, qu'il y a des dossiers avec des bureaux d'études, ce sont des dossiers très coûteux, des bureaux d'études spécialisés dans tous les domaines, que ça soit géologique pour mesurer la qualité du gisement, que environnemental pour faire un état des lieux du site, mais également des études justement d'empoussièrement à partir des vents dominants, les
retombées de poussière, les émissions de poussière, comment ça va se passer et tout. Donc tout ça, c'est étudié, ça fait l'objet de rapports, discutés, négociés. Et puis après, en mesure complémentaire, bon, il y a des possibilités puisque vous avez deux sources d'envol principales sur une carrière. Hein, c'est le trafic des camions, mais qui présente un système d'envol si les routes ne sont pas revêtues en enrobé ou en béton. Que ce sont des chemins en terre battue, en caillasse, etc. En période de carême, ça fait énormément de poussière, comme chez n'importe qui roule avec une voiture. Donc ça, c'est une source d'émission qui est très importante. Et bon, si on veut la diminuer, il faut carrément investir, faire des investissements lourds en bétonnant ces routes ou en les goudronnant. Après, vous avez une seconde source d'émission qui est beaucoup moins importante, que souvent la population perçoit comme dramatique. Ce sont les installations de concassage elles-mêmes. Mais les installations de concassage, elles sont bien souvent équipées d'aspéasseurs, d'arrosage qui permettent de rabattre les poussières. Voilà. Et en fonction de la qualité du matériau, on dynamite aussi. Alors là, c'est un autre sujet. Effectivement, les carrières d'andésite, donc c'est la roche dure hein, pour nos spectateurs, c'est le caillou noir. Ça le rochefait. Rochefait, qu'on utilise pour faire du béton et de l'enrobé, c'est une roche qu'on ne peut extraire qu'au moyen de dynamitage d'explosifs. Donc l'opération consiste à forer avec des appareils spéciaux des trous dans lesquels on dispose des charges d'explosifs. Et ces charges d'explosifs explosent les unes après les autres. Parce que souvent aussi, j'ai eu l'occasion d'entendre dire oui, ok, dynamiter, la tête est tremblée, enfin des choses comme ça. En réalité, l'impact des explosifs est extrêmement faible. Ça se sent quasiment pas quand on fait des tirs de mine. Il y a certes un petit peu de bruit, mais c'est très ponctuel, hein, ça dure un millième de seconde. Mais les charges sont calculées de façon à être séquentielle. C'est-à-dire qu'en réalité, si vous faites un tir de 500 kg d'explosifs, en réalité, c'est une 25 tirs de 20 kg unitaires et qui sont chacun explosent à 2-3 millièmes de seconde décalés dans le temps. Il n'y a pas un seul gros boom. C'est pas un seul gros boom, en fait, c'est un brum. Et ce qui fait que la charge unitaire est très faible. Donc il y a très peu de vibrations. Au moment de cette préparation de dynamitage, il y a un contrôle. Alors, les contrôles sont effectués par les entreprises respectives en charge de... Vous n'avez pas de... Enfin, le contrôle est réalisé par le chef de carrière. Donc les forages ont une certaine profondeur, les trous doivent être propres, ils sont soufflés pour pas qu'il y ait de l'eau, parce que s'il y avait de l'eau, ça pourrait entraîner, comment dirais-je, des problèmes au niveau de l'explosif, les désactiver en réalité. Après, ça fait des tirs de mine avec des explosifs non pas explosés, donc il faut les rechercher après. Enfin, c'est un peu compliqué, donc c'est quelque chose qui est relativement bien maîtrisé. Alors, sur le plan du contrôle, en revanche, ce qui est fait, je pense, la plupart des carrières, en tous les cas, c'est demandé par arrêté préfectoral sur certaines carrières, et c'est le cas de la nôtre, ce sont des mesures faites à partir d'un sismographe. Donc, on dispose, au moment des tirs, à chaque fois, un appareil qui mesure les vibrations engendrées, sachant qu'il y a une norme, comme il y a des normes pour les bruits, il y a des normes pour tout, et là aussi, vous avez une norme pour le... Et tout ça, c'est communiqué au service de l'État qui, lui, effectue les contrôles. Et en dehors de ça, je dirais sur l'aspect environnemental, il y a certaines carrières où on dit que c'est très fleuri. Très fleuri. Oui. On a planté. Oui, tout à fait. On a des poussières et puis donné un autre cachet. Écoutez, moi, enfin, en ce qui me concerne, je trouve les carrières, ça m'a toujours plu. Sinon, je n'aurais peut-être pas fait ce métier. Mais quand on voit des fronts de taille taillés par la main de l'homme, même si c'est à l'aide de machines, il y a un côté artistique, théâtral, un peu de puissance. C'est une nécessité pour, comme on disait, pour toute la population, pour la société, en fait. Hein. Donc, et la plupart des carriers, tout le monde a fait des efforts ces dernières années, parce qu'en réalité, ce qui s'est passé pendant
début de ma carrière, hein, j'allais dire, il y avait des dizaines de carrières en Martinique, et la plupart étaient des carrières sauvages, c'est-à-dire des carrières qui n'avaient pas d'autorisation, qui n'étaient pas contrôlées puisqu'elles n'avaient pas d'autorisation, donc c'est le chat qui se mord la queue. Si vous exploitez un gisement illégalement, vous êtes en infraction, mais comme vous n'êtes pas déclaré, les services de l'État ne le contrôlent pas, et donc ça donnait lieu à des vagabondageries, voilà. On ramassait de la terre n'importe quoi, on faisait de la poussière n'importe comment, on rendait de compte à personne. Cette terre est révolue depuis déjà pas mal de temps quand même. Hein. Il y a une bonne vingtaine d'années où tout cela a été mis au pas. Oui. Oui. Et on a eu par exemple, je sais pas moi, la carrière qui se trouvait à Ducos, c'était une centrale à béton qui était à Ducos, qui déversait directement à la Mangove. Il a fallu faire beaucoup de bruit pour qu'on puisse faire cesser ce trouble. Oui, c'est possible. Hein. Bon. Et elle n'y est plus. En dehors de ça, ce que les gens ne comprennent pas, c'est le fait de trouver, quoique c'est moins fréquent, mais on en trouve quand même du béton sur la route. Alors, c'est vrai que ça a aussi tendance à disparaître. Hein. Je pense que ce phénomène est dû à... Il y a deux possibilités, il n'y en a pas 10. Quand vous voyez du béton qui est tombé sur la route, bon, c'est qu'il est sorti du camion malaxeur. Alors pourquoi il sort du camion malaxeur ? Soit le camion malaxeur n'est pas entretenu, donc la capacité de stockage qui était prévue initialement à 6 mètres cubes, comme il y a du béton qui a séché dedans, il ne reste plus que 4 mètres cubes, et le gars vient en centrale et puis il dit chargez-moi 5 mètres cubes. Parce que sa cuve fait 6 mètres cubes, sauf que sa cuve ayant 2 mètres cubes de béton séché dedans, elle ne porte plus que 4 mètres cubes. Résultat, le béton reste dedans tant qu'il est en plateau, mais pour peu qu'il aborde un peu une côte, il y a du béton qui peut sortir de la cuve à ce moment-là. Alors, il faut savoir que c'est le transporteur qui est responsable de ça. Parce que les transporteurs sont des professionnels. Vous avez pu, on n'en a pas parlé, mais à propos des poussières, sur les carrières. On a parlé des poussières émises par les carrières, que ce soit au niveau des installations de concassage ou par le trafic routier sur la carrière, qui pourrait entraîner des gênes auprès des riverains. Mais vous avez aussi sur la route nationale, départementale, des problèmes d'envol de poussière à partir des camions qui transportent du sable. Si vous suivez un camion qui porte, si vous suiviez, je devrais employer le passé, puisque c'est un problème qui lui aussi a mis pas mal de temps à se régler, mais qui aujourd'hui, je pense, à 95% ou 98% est résolu. Tous les camions qui font de l'approvisionnement de sable de Saint-Pierre sont équipés de bâches, et il n'y a plus d'envol, mais je me rappelle, il y a 20 ans, c'était infernal. Alors, pour peu qu'on soit à moto et qu'on suive un camion chargé de sable et qu'il y avait un coup de vent avant, on en prenait plein le visage. C'est un véritable papier à poli, hein. Oui. Un papier à émouille. Non, ça, effectivement, là aussi, il y a eu du progrès. Donc, ils sont souvent contrôlés. Et ils sont souvent contrôlés. Hein, donc là aussi, les services de l'État ont dû, avec les professionnels fabricants comme nous, essayer d'imposer, de rehausser le niveau, j'allais dire, de prestations des transporteurs qui sont nos partenaires, mais parce que leur métier est en danger, comme le nôtre, si on ne fait pas les choses correctement. Il y a un autre volet aussi qui a pratiquement disparu. Je dis bien pratiquement disparu. C'est le lavage de camions toupies en bordure de route. Le gars qui va livrer du béton, il a un surplus de béton, il lâche ça là, et puis qu'elle avait comme là. Ça aussi, ça a disparu. Oui, je pense que ça a disparu. Ça doit, peut-être que ça existe encore un petit peu, mais là aussi, c'est à 99%, c'est un problème qui a été résolu, puisque les centrales qui fabriquent du béton prêt à l'emploi, les consignes de nos prestataires de services qui font des livraisons, c'est que si jamais il y a un surplus de béton que le chantier ne peut pas l'utiliser, ils reviennent à la centrale où ils sont déversés dans des bassins prévus à cet effet, où après ça sera recyclé pour être réemployé dans du béton ou dans des graves routières à d'autres fins.
Là aussi, ça n'a pas été facile. Hein. Et puis sur les chantiers aussi, vous avez sur les chantiers d'importance, hein, je ne parle pas des chantiers de villa où, bien sûr, on a des entreprises plus artisanales, mais sur les gros chantiers, il est demandé au niveau des installations de chantier que les camions toupillent, parce que c'est aussi une nécessité pour le camion, c'est quand il a livré, de même qu'au départ, quand il vient de charger, il faut qu'il lave sa toupie. Quand il quitte le chantier, qu'il a refait couler du béton dans ses goulottes, il a besoin de les rincer aussi. Sinon, là encore, le béton va sécher. Malheureusement, le béton, il a pour fonction de durcir, de devenir dur. Donc, les camionneurs ont besoin de laver leur camion sur chantier. Et pour ça, le chantier doit mettre à leur disposition un tuyau d'eau et en principe une fosse, s'il s'agit d'un trou simplement qui est là, pour pouvoir récupérer les eaux de rinçage. En fin de chantier, tout ça c'est ramassé avec une pelle rétro et puis renvoyé vers des sites de recyclage. À propos de pelle, on a vu, je dirais, la beauté de nos engins aujourd'hui. Quand on prend nos pelles, par rapport à un vieux Caterpillar de l'époque, il y a une évolution énorme. C'est sidérant, oui. C'est énorme. C'est énorme de voir les puissances. Les puissances et puis surtout j'allais dire, enfin, quand on a commencé, les pelles, je me rappelle les pelles Poquelin, on disait la bête rouge qui pisse bleu. Parce que ces pelles, on avait beau faire tout ce qu'on pouvait, il y avait des fuites d'huile en permanence. Donc ça lâchait de l'huile autour. Il y avait des consommations, il y a 30 ans, c'était un fût d'huile de 200 litres tous les 2 jours qu'on mettait dans la pelle, en hydraulique. Oui. Aujourd'hui, c'est terminé, ça n'arrive pas. Les pelles ne fuient plus, il n'y a plus de consommation d'huile. Et puis, au niveau des conforts de l'utilisateur, les pelles sont climatisées la plupart du temps, sont beaucoup plus douces, plus puissantes. Enfin, bon, c'est comme l'automobile, hein. On ne va pas comparer une 404 ou une 204 avec une Peugeot 308 aujourd'hui. Oui, et surtout électrique. Voire électrique. Oui, parce qu'en fait, au niveau hydraulique, quand on voit nos mécanos de l'époque, il fallait les saluer bien bas. Hein. Oui. Aujourd'hui, c'est plus... Ils sont aussi performants. Aujourd'hui, vous avez plus affaire à des électroniciens, enfin des techniciens. Les machines, c'est comme pour les voitures, c'est pareil. Hein. On branche des ordinateurs dessus et on sait si la panne vient de tel ou tel endroit. Et une fois que le diagnostic est posé, on intervient juste sur la panne. Il y a des capteurs partout. Alors des fois, ça rend les choses un peu compliquées. Il faut dire ça aussi. Ah oui. Parce qu'on a perdu un peu la maîtrise de tout. C'est électronique, voilà. Hein, on peut pas faire différemment que de faire ce que l'ordinateur nous dit de faire. Il faut être formé pour. Oui, tout à fait. Mais les concessionnaires, ça c'est le métier des concessionnaires qui vendent du matériel. Et à propos de vente de matériel, là aussi, ça a un sérieux coût. Les investissements de matériel sont très très importants. Très importants. Oui, on parle de l'investissement, on parle de sous. Le danger des carrières, comme dans beaucoup de métiers, c'est le stimulus, l'argent. Vous servez de banquier très souvent aux artisans, qui eux-mêmes servent de banquier aux collectivités. Comment ça se passe? Je savais que vous m'amèneriez sur ce terrain, M. Grabin. Béton coulé, frappé. Écoutez, comme toutes les entreprises, on a des conditions. Les carriers, comme les bétonniers, ont des clients. Certains clients sont considérés comme des clients fiables parce qu'ils honorent leur paiement régulièrement et ils ont des lignes de crédit qui leur permettent d'acheter à crédit. Et dès lors qu'ils respectent les délais de paiement, ces lignes sont reconduites. Elles peuvent être augmentées s'ils ont une commande plus importante et tout, parce qu'on sait qu'on a affaire à des gens sérieux. Vous avez d'autres personnes qui le sont moins, chez qui il faut payer comptant. Alors après, s'agissant du paiement de la commande publique, c'est encore un autre sujet. Je pense que globalement, ça s'est amélioré par rapport à ce que j'ai connu il y a 20 ans, mais ça reste perfectible. Là, il y a eu une modernisation qui s'est introduite dans cette histoire de paiement par les collectivités. Oui, alors la loi, c'est que les collectivités doivent payer en 30 jours. Oui. Voilà. Bon. Le décompte doit être présenté, mais aujourd'hui, avec cette histoire d'informatique, donc beaucoup d'artisans, beaucoup de personnes
qui se plantent, passez-moi l'expression, qui ne parviennent pas à présenter leur décompte. Ouais, en utilisant le système. Vous parlez de Chorus, oui, qui est le système mis en place pour toutes les opérations publiques. En fait, aujourd'hui, quand vous faites une facture, il faut la transmettre, entre guillemets, au payeur, hein, que ça peut être la ville, une ville, la CACEM ou la CTM. Ces factures doivent être transmises par une voie informatique pour lui donner une date certaine. Et donc, ça nécessite évidemment des compétences administratives auxquels des professionnels du BTP ne sont pas forcément habitués, voire formés. Donc c'est quelque chose qui peut poser des problèmes à des artisans. Bon, maintenant, je pense que ça peut être résolu assez facilement. J'ai pas eu de remontée comme quoi c'était en soi un problème. Mais bon, avant de mettre sur Chorus, il y a de nombreuses étapes de validation des décomptes eux-mêmes avant de les mettre sur Chorus. Le métier change. On est de plus en plus administré. Le métier change et finalement on s'aperçoit d'une chose. Des fois, le petit papier, le petit crayon, c'était mieux. Surtout les bandes de lumière. Parfois on le regrette. Oui. Et ça, cette affaire-là, pour beaucoup de personnes, l'artisan, le professionnel, c'est un monsieur qui fait de l'argent. C'est un monsieur qui gagne de l'argent. Et Dieu sait si souvent il en perd. Alors que dit la profession face à ça? À propos de profession, il y a de moins en moins de carrières, puisqu'il y a de moins en moins de carrières. Alors, vous avez une dizaine de carrières sur l'île, je ne sais pas si je l'ai... Oui, on en a parlé. J'en ai parlé déjà. Donc en 3 familles, hein, roche dure, sable, et puis aussi argile. C'est le cas, bon, il n'y a qu'un cas, hein, c'est la poterie des 3 îlets, qui a un gisement d'argile pour pouvoir fabriquer des briques ou des tuiles. Et c'est un peu en voie de disparition, j'allais dire, depuis la concurrence du parpaing lui-même fait avec du béton. Et c'est surtout un métier difficile parce que très énergivore. Parce que pour cuire les briques, la terre cuite, puisqu'il s'agit de terre argileuse, hein, soigneusement assemblée, c'est un métier compliqué et difficile. Qui est cuite avec des fours qui consomment du fioul et ça consomme énormément d'énergie. Donc surtout avec le coût du pétrole qu'on a maintenant, ça renchérit les coûts, ce qui fait que c'est moins compétitif économiquement, bien que c'est de nombreux avantages techniques. Et dans cette affaire, prenons l'exemple de la poterie des 3 îlets, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment ça fonctionne. Et pourtant, c'est un matériau très écologique, la brique rouge. Oui, tout à fait. Malheureusement, pour faire cuire, il faut beaucoup d'argent, beaucoup de fioul. Oui, mais la construction a beaucoup évolué. Aujourd'hui, tout ce qui fait appel à la main-d'œuvre coûte cher. Donc, vous prenez... vous regardez beaucoup de vieux bâtiments, et en Martinique il y en a de nombreux, où les enduits n'ont pas été faits. Donc on voit très bien qu'on a des structures porteuses en béton, armées, et puis on voit des remplissages, donc en briques rouges ou en parpaing, c'est pas enduit. Bon. Aujourd'hui, quand on construit un immeuble, les voiles sont en béton armé directement. Parce que mettre des parpaings, venir faire un enduit à l'extérieur, venir faire un enduit à l'intérieur, ça coûte plus cher et c'est moins solide. Donc les techniques de construction ont évolué, on s'est adapté à ça, d'autant plus que le voile est utilisé dans les calculs de stabilité de l'immeuble, dans ses résistances justement au séisme, alors que parpaing, on ne peut pas le compter, il compte pour du beurre dans ces cas-là. Donc c'est la structure porteuse des poteaux, des poutres qui doit tenir le bâtiment, et avec des parpaings, des fois ça conduit à des poteaux et des poutres énormes, et puis ça coûte plus cher, donc c'est plus simple de faire un voile en béton armé. À propos de voile en béton armé, j'étais peut-être encore à l'école. Quand le premier Quand le premier camion toupie est arrivé en Martinique, un petit DAF de 4 mètres cubes 5, qui a été utilisé sur les bâtiments qu'ils ont fait à Batelière.
dans les années 70. Oui, les grosses cités de Zanam. Oui, c'est les 925 logements de Zanam. Ça a été les premiers bétons coulés comme ça qu'on a fait. Et quand j'ai été camion là. Ben, moi, j'en ai vu au début, mais je suis quand même un petit peu plus jeune que ça, donc je me rappelle de ces petits camions-là. Il y en avait quelques-uns. Ah oui. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y en avait encore un qui travaillait dans notre entreprise. Un petit 4 mètres cubes. Peut-être il était qu'à faire 5, mais pas dire plus. Hein. Oui. Mais enfin, à l'époque, tout le monde riait. Hein, quand c'était oui, mais c'est des camions qui avaient leur utilité. Et malheureusement, d'ailleurs, pour des raisons économiques, on a perdu ce type de camions dans les flottes de camions qui travaillent au sein des entreprises, puisque le transport, des fois, vous avez des chantiers, les accès sont difficiles, des routes, notamment pour des villas particuliers, qui peuvent se retrouver avec des voies en impasse, des petites voies, les camions ont besoin de manœuvrer et tout. Et vous avez aujourd'hui des monstres, les transporteurs ont tendance à acheter des gros camions, parce qu'ils portent plus de mètres cubes, donc ça permet d'améliorer les recettes. C'est des camions évidemment bien mieux équipés et tout, mais parfois le petit camion, je dis pas qu'il y a du travail pour beaucoup de petits camions comme ça, mais ça présente un intérêt aussi. Il y a quand même du volume. Il y aurait du travail pour quelques petits camions comme ça. Ouais. À propos de camions, là encore dans tout métier il y a de la perte. On a vu des engins qui ont été perdus. Et pas pour 2 fois des sous, hein. Soit qu'ils ont maté sur la route, et ça vous est jamais arrivé? De mater des camions? Camions ou bien pelles? Des pelles, oui, ça nous est arrivé. Sur une carrière, on a eu une pelle qui a maté une fois. Bon, le chauffeur, par inadvertance, a fait une manœuvre qu'il n'aurait pas dû faire. Des camions, j'ai vu sur des chantiers des camions se renverser, mais Dieu merci, ça a toujours été des accidents sans conséquences dont on a pu rire par la suite, mais qui permettent de mettre en accent les risques qu'on a, parce que quand on conduit un camion, c'est une responsabilité, parce que ça pèse 40 tonnes, et que, voilà, on ne peut pas faire n'importe quoi, il faut anticiper les freinages, il faut faire très attention. Oui. Et il y a eu un accident récemment, récemment, il y a peut-être 6 ou 8 mois, sur la route de Saint-Pierre. Il y avait un camion qui a, je ne sais plus quelle était l'origine, des freins qui ont lâché ou quelque chose comme ça. À propos de Saint-Pierre, c'est souvent que les camions, dans la descente de Casse-Pilote, près de la gendarmerie, oui, c'est ça. Mais c'est d'ailleurs dans la descente de Casse-Pilote que s'est passé cet accident. Je n'ai plus souvenir de la date exacte, mais enfin, il n'y a pas si longtemps que ça. Et ceux qui ont connu ce secteur, Montab et compagnie, c'est souvent qu'il y avait des camions qui descendaient. Hein. Oui, mais bon, là encore, j'allais dire, à l'époque, les camions, ils freinaient, c'est comme les 204. Oui. Aujourd'hui, les camions, ils sont équipés de freins électriques. Ce sont des voitures. Il y a un super freinage, il y a un bon moteur, il y a du couple pour les camions qui sont bien entretenus et qui sont récents. Mais aujourd'hui, 95% de la flotte est relativement récente. Oui, ça c'est que de ce côté, on a... Il y a eu énormément. Les lois de défiscalisation ont permis de renouveler énormément les outils industriels de tout le monde, aussi bien des carriers que des transporteurs, que dans beaucoup de métiers, on a pu, grâce à ces lois, obtenir des financements raisonnables pour pouvoir renouveler le matériel et être plus en sécurité. Ce métier, est-ce qu'il est touché comme tout le monde? Est-ce qu'on trouve facilement des salariés, des personnes qui veulent faire carrière? J'allais dire, malheureusement, ce métier est touché comme tous les autres, mais peut-être plus que les autres. Je pense que l'imaginaire des jeunes, peut-être qu'ils ne se projettent pas dans la construction. Bien sûr, il y en a qui en font carrière. Or, ils ont tort, c'est un très très beau métier. Un métier, vous bâtissez. Dans la carrière, vous extrayez, mais quelque part, vous sculptez une montagne.
Quand vous construisez un bâtiment, vous partez de rien et quand vous avez fini, vous avez quelque chose qui vous, comment dirais-je, qui vous dépasse, qui sera là après vous. Le bâtiment, il sera toujours là et vous pouvez être fier d'avoir participé à la construction de ça. Maintenant, les gens préfèrent travailler au McDonald's. Chacun choisit son métier, mais je crois qu'on est plutôt mieux payé dans le bâtiment et qu'on a plus de satisfaction personnelle dans ce métier. En tous les cas, moi, c'est le chemin que j'ai choisi. Oui, parce que là, bon, c'est pas ce qui se passe qui fait qu'aujourd'hui, on constate une chose, dans beaucoup de métiers, pas d'apprentis, ils refusent l'apprentissage. Enfin, il y a des gens qui s'éloignent de ces métiers. Or, ce sont des métiers nobles qui nourrissent nos maîtres. Tout à fait. Et je ne sais pas pourquoi. J'essaie de me voir à quel moment ça s'est produit, à quel moment on a stoppé. Mais et de toute façon, avec la réhabilitation de tout ce qui est construit là aujourd'hui, tout le temps, il y a un programme de réhabilitation à mettre en place. On a tout un programme au niveau des routes. Enfin, il y a toujours. Mais ça ne finit jamais. En fait, c'est un cycle. La durée de vie d'un bâtiment, c'est 100 ans. Au bout de 100 ans, il faut casser et reconstruire. Donc, au bout de 20 ans, vous refaites les toitures, en principe. Alors, bien sûr, la plupart du temps, on fait durer le plus longtemps possible, puisqu'on n'a pas envie de dépenser. Et c'est bien compréhensible. Mais enfin, quand il commence à avoir de l'eau qui coule dans la maison, il faut bien refaire la toiture. La peinture, on la refait tous les 10 ans, logiquement. Si on veut avoir une bonne étanchéité de sa façade, il faut refaire sa peinture tous les 10 ans. Donc le bâtiment qui recouvre toutes sortes de métiers, puisqu'on va parler de couvreurs, de peintres, d'entreprises de gros œuvres, de terrassements, des électriciens, des plombiers, du carreleur, des plaquistes. En fait, vous avez des dizaines de métiers dans cet univers. Et des métiers, que ça soit de pose, que ça soit de contrôleur technique, que ça soit de planification, de conduction de travaux, d'ingénierie. Enfin, donc, vous avez des dizaines de métiers, de cadres supérieurs, en passant par des employés ou des ouvriers qui... Il y a besoin de tout dans ce métier. Et l'adage dit quand le bâtiment va, tout va. Oui, j'aime bien cet adage. Ben oui, puisque en fait, quand le bâtiment travaille, c'est qu'il y a de l'investissement, en fait. Et c'est la fameuse théorie du ruissellement. Oui. Bon, maintenant... Quand les entreprises du BTP ont du travail, elles ont des salariés qui sont payés, les salariés dépensent, l'économie tourne, voilà. Et il reste quelque chose. Parce que le bâtiment, il a été construit, il reste là. Oui. Et l'argent a continué de circuler. Et des iPhones. Les iPhones, ils disparaissent. Ça peut arriver. Oui. À propos d'argent, dans le métier, on a beaucoup de contrôles. Ce sont des contrôles qui coûtent très cher. Des contrôles, quelle nature de contrôle? Contrôle technique, vous voulez dire? Contrôle technique, de toutes sortes de contrôles. Oui. Et ce sont des investissements que vous êtes des fois obligés de faire pour ne pas recevoir et ne pas être pénalisé. Alors, on parle du bâtiment? Non. Je reviens sur la carrière, je reviens sur la centrale béton. On en a parlé déjà au niveau de la centrale à béton, on a parlé des contrôles liés à la norme. Oui. Donc, je disais des éprouvettes de béton pour garantir la conformité du béton à ce qui est attendu. Au niveau des carrières, vous avez... là, c'est les producteurs font des analyses de leurs matériaux pour vérifier que les critères du matériau correspondent à leurs besoins. Si vous avez un caillou qui est pas bon, qui est mou, vous n'allez pas faire du béton avec. Donc le fabricant a la responsabilité, donc le carrier qui fabrique son produit a la responsabilité de la qualité du produit qu'il met sur le marché. Et dans le même temps, c'est pas fait à la légère, il y a une commission de suivi qui est sur le site. Alors là, vous parlez encore d'un autre aspect. Ça, c'est au niveau des carrières, les relations un peu avec l'environnement, le voisinage, avec des comités de suivi.
Ce sont des choses qui existent sur un certain nombre de sites, pas forcément systématiquement, mais ça permet, avec les riverains, d'avoir une meilleure connaissance de notre métier, de la façon dont on exploite, de se comprendre mutuellement, de discuter. Parfois, c'est quelque chose qui se passe plutôt bien. Voilà. Ça permet un bon voisinage. Ça permet un bon voisinage. Et il n'y a pas d'opposition des professionnels en général sur ce sujet. Bien au contraire. Monsieur de Pompignan, nous sommes souvent dans nos discussions privées, nous avons souvent débattu sur la question du réchauffement climatique. Là, aujourd'hui, il est là. On aura besoin des carriers. On aura besoin de beaucoup de matériaux ces jours prochains. Est-ce que vous êtes toujours sur votre même ligne, ou est-ce que vous dites, bon ben, on attend? Écoutez, moi je ne fais pas de prospective de réchauffement climatique. Je suis comme tout le monde, j'entends dire qu'il y a un réchauffement climatique, je sais qu'il y a des aléas climatiques qu'on ne maîtrise pas. Toujours est-il que si votre question, Monsieur Grabin, consiste à dire est-ce que vous êtes prêt à nous donner des matériaux pour protéger, enfin donner, entre guillemets, à fournir, à livrer des matériaux pour endiguer des portions du territoire qui pourraient être inondées du fait du niveau de la mer, je pense que l'ensemble des carriers pourra répondre favorablement à ça. Mais il y a quand même un problème de gisement en Martinique. Hein. On a de véritables problèmes de gisement. Il y a beaucoup de carrières ont fermé ces derniers temps. Et comme je vous disais, trouver des nouveaux gisements, ça devient de plus... Enfin, c'est impossible. Vous n'avez aucune nouvelle carrière qui a ouvert depuis plus de 10 ans ou 15 ans. Ce sont que les anciens sites qui sont en général plus ou moins relancés, étendus dans la mesure du possible, mais il n'y a pas de nouveau gisement. Donc il faudrait pas qu'on en arrive à l'aberration de faire venir des matériaux de la Dominique ou de Sainte-Lucie. Ou d'ailleurs, voilà, qui sont eux moins regardants que nous. Et voilà. De toutes les façons, ce volet-là, on en a souvent débattu, ce volet-là, il nous pend au nez. Pour l'instant, à mon niveau, je n'ai pas vu d'études, localement. Mais qu'on le veuille ou non, les choses sont en train de bouger. Nous avons 25 communes autour de l'île qui seront impactées dans le niveau bas. Donc on aura besoin de digues, on aura besoin de tout ça. Et il y a une commission qui a été mise en place. Enfin, on a débuté cette commission. Au train où ça va, je ne sais pas quand on va pouvoir se retrouver des nouveaux gisements ici. Moi, je suis très inquiet sur le fait de pouvoir trouver de nouveaux gisements. Hein. Bon, il y en a. Hein. Il y en a quelques-uns. Mais bon, je pense que les politiques seront probablement obligés de changer le fusil d'épaule, si je peux employer cette expression. À partir du moment où il n'y aura plus de matériaux, qu'il n'y aura plus de béton, ou que ça sera tendu, il faudra forcément réagir en prenant des dispositions. On ne va quand même pas arriver à l'absurde, importer ce qu'on a chez nous. Donc il faut qu'il y ait un peu de bon sens dans tout. Donc on reproche aux carrières l'impact écologique. Moi je suis désolé, mais quand on regarde beaucoup de carrières qui ont été réaménagées, je prends l'exemple de la Diamantaise que j'ai eu l'occasion personnellement d'exploiter pendant de nombreuses années. C'est un site qui est absolument magnifique, ce qui a été créé avec un lac artificiel, ces falaises découpées. D'ailleurs, même Aimé Césaire aimait venir sur le site le week-end avec son chauffeur qui l'amenait là, parce que quand on est dans la carrière, on voit le rocher du diamant derrière, et il y a cette espèce de cirque naturel avec le lac. C'est très beau. Donc là, j'ai cité cette carrière-là, mais il y a plusieurs carrières qui ont été remises en état. Et donc l'impact, de toutes les façons, et oui, il y a un impact, mais quoi qu'on fasse, il y a un impact. Hein. Notre existence même crée un impact. Donc n'en faisons pas trop, mais on ne peut pas non plus ne rien faire. La question du bon sens en Martinique,
Il était uniquement au Crédit Agricole. Hein. Le bon sens près de chez vous. Le bon sens près de chez vous. Mais là encore, il a disparu. Mais comme je dis, c'est une réalité. Et nous gouvernons ça dans nos débats. Ce réchauffement, on va nous mettre au pas. On sera obligé de dire, bon, ben ok, nous ne pas matériel, là, nous ne pas là. Mais si c'est pour le faire venir en conteneur ou ailleurs, ou d'ailleurs, ça va nous poser un gros... Je crains de ne plus être de ce monde quand ce problème surviendra. S'il survient réellement, je serai probablement plus là. Parce que je pense que si c'est vraiment réel, ça prendra des dizaines d'années. Des dizaines d'années. Je raisonnais comme ça et puis c'est déjà là. Je raisonnais comme ça. Je ne pensais pas pouvoir le vivre un jour. Et là, aujourd'hui, bon ben, je le palpe. Il y a des choses que je vois là, au fur et à mesure. Le Lido, par exemple. Oui. Il a reculé. Qu'est-ce qu'il a, le Lido ? Le Lido, la plage du Lido. Oui, la plage du Lido. Ça a disparu, je pense. Oui, mais ça, c'est l'érosion des côtes. L'érosion des côtes, c'est pas la même chose que l'élévation du niveau de la mer. L'érosion, ça a toujours existé. Hein. C'est inéluctable. Hein. Les montagnes deviennent des collines avec le temps. Mais ce sont des millions d'années. Oui, enfin, c'est hier hein, pour la nature. Vous savez, la Martinique est apparue il y a 22 millions d'années, à peu près. Bah, donc, mon petit boulon. Oui. Et encore, c'était deux îles. Hein. Vous aviez Sainte-Anne et vous aviez la presqu'île de Tartane. Oui. Et ça s'est rempli au fur et à mesure avec l'évolution. Le Morne Jacob, ensuite la montagne du Vauclin, et en dernier, la montagne Pelée. En fait, le nord de la Martinique, c'est la partie la plus récente de la Martinique. Il faudra que je montre un de ces 4 matins la formation géologique de la Martinique. J'ai cette carte-là. Oui, c'est très intéressant. C'est très intéressant, très enrichissant. C'est d'ailleurs pour ça qu'on retrouve sur Sainte-Anne, comme sur la Caravelle, des natures de matériaux différentes. Ce sont les seules régions où on trouve du calcaire, en Martinique. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous en rappelez, il y avait eu un projet de marbrière oui, à Sainte-Anne. À Sainte-Anne. Alors le marbre, qu'est-ce que c'est ? C'est du calcaire qui a été comprimé à des températures, etc. dans les sous-sols, et ça se transforme en marbre. Bon, malheureusement, je crois que le gisement n'était pas suffisamment puissant pour avoir permis de lancer une exploitation réelle de cette affaire, mais il y avait des essais qui avaient été faits, des échantillons qui avaient été envoyés, découpés en Italie. On les trouve à la CTM. Hein alors ça, Si. Oui, d'accord. Ils l'ont utilisé à la CTM à l'époque. Donc, en fait, là encore, c'est pareil. Bon, ben, demain, on peut peut-être fouiller. Hein. Oui, mais bon, vous voyez qu'on a du marbre possible en Martinique. Oui. Moi, ça m'avait frappé. J'étais allé à Cuba en voyage avec la Chambre de commerce il y a peut-être une vingtaine d'années, et qu'elle n'avait pas été ma surprise de voir qu'ils construisaient une gare. À l'époque, puisqu'il y a des trains, ils construisaient une gare, et tout était en marbre, le sol était entièrement revêtu de marbre, et je regardais les carreleurs poser leurs trucs. En plus, ils avaient des techniques qui étaient assez intéressantes, puisqu'ils polissaient les plaques de marbre, et en fait, le marbre venait d'une carrière que j'ai pu visiter le lendemain, qui était à proximité. Bon, eux, ils n'avaient pas de complexe à Cuba pour exploiter leur marbre quand ils en ont. Donc, il y a beaucoup de bâtiments on a utilisé énormément le marbre à Cuba. Oui, ils ont de très beaux marbres. Oui, une grande beauté. Avant d'arriver à la conclusion, M. Le Groupignan, est-ce que le métier, il y a une concurrence dure ? Est-ce que c'est la jeune ? Est-ce qu'on se tape dessus ? Ou est-ce que c'est une véritable confrérie où chaque personne accepte son gâteau ? Écoutez, j'avais vous dire les deux, mon capitaine. C'est un métier où on a beaucoup de relations, donc on connaît... Alors, déjà, nous, en tant que carriers, en tant que bétonniers, on est amenés à avoir des relations professionnelles avec la plupart des entreprises de Martinique. Bon, il est évident que quelqu'un qui construit au Vauclin ou au François, etc., la logique veut qu'il s'approvisionne à proximité de chez lui. Il sera servi plus rapidement, il y a moins d'embouteillage pour livrer les matériaux, etc. Donc,
on connaît malgré tout, puisque nous avons, nous, une installation au Lamentin, donc les chantiers les plus nombreux se trouvent dans le secteur de la CACEM, donc on connaît beaucoup d'entreprises. Après, c'est la guerre. C'est la guerre. C'est-à-dire que tout le monde se connaît, mais personne ne se fait de cadeau. Mais personne ne se fait de cadeau. Voilà. Et puis, voilà, le marché est petit, les entreprises sont relativement nombreuses, donc il faut se bagarrer, souvent au détriment du coût et donc potentiellement de la qualité. Donc c'est un sujet qui est vaste. Hein. Si vous avez une conclusion à faire, ce serait laquelle ? Écoutez, j'allais dire longue vie au BTP, aux carrières, qu'il y a une relance un peu de l'activité qui depuis, parce qu'on n'en a pas parlé, mais enfin l'activité a beaucoup chuté. Aujourd'hui, je ne sais pas, on est peut-être à moins 40% par rapport à 2005-2007. Enfin, en 20 ans, on a eu de cesse de baisser. Donc il y a vraiment un besoin impérieux de relancer l'activité, des travaux routiers notamment, parce qu'il y a quasiment plus de travaux routiers depuis le TCSP, il y a eu très peu de projets lancés, donc on place beaucoup d'espoir dans le plan de relance de la CTM, mais pour l'instant on n'a pas encore vu de démarrage effectif de tous ces projets. Voilà. Et puis que les jeunes s'intéressent à ce métier, parce qu'ils y trouveront de quoi nourrir leur famille et quelque chose de bien, d'agréable, dont ils seront fiers. Philippe Popignan, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous lancez la bonne invitation à nos jeunes qui n'ont pas encore compris. Il n'y a pas de sous-métier. Le bâtiment a toujours nourri son maître. L'activité manuelle a toujours nourri son maître. Et c'est pourquoi nous demandons aux jeunes, aux familles, aux parents, qu'on le veuille ou non, avec tout ce qu'on a comme modernisme électronique, de toute façon, demain, il faut du plombier, il faut du maçon, il faut de toutes ces personnes-là. Et les water la boucher, il faut quelqu'un pour aller déboucher. Ce n'est pas avec un ordinateur qu'on va déboucher le water. Merci encore, à très bientôt. Merci.